Amis téléspectateurs de Event News TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Bouga Sako. Le docteur Bouga Sako que, bon, je pense qu'on ne présente plus aux Ivoiriens, mais bon, forcément d'autres ne vous connaissent pas, docteur. Tout à fait, oui. Le docteur Bouga Sako est le président de la FIDOP, Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et de la vie politique. Président du GRAD Afrique, 5e vice-président du EDS, chargé des structures internationales des démocraties et des droits de l'homme. Et puis, écrivain, Oui, donc 5 livres avocatifs. tout à fait. Bonsoir, docteur Bouga Sako. Bonsoir, cher ami Tidiane Oula. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de Event News. Toujours un plaisir. Et puis aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel parce que j'ai aujourd'hui affaire au premier responsable de la structure. C'est un plaisir pour moi. Et puis, félicitations pour tout ce que tu fais. Je me permets de tutoyer, mais on va rester ça. Ouais, non, c'est plus simple d'ailleurs. Bon, au-delà de tout ça, quand même, nous sommes amis. Oui, bien sûr. Voilà, donc, en tout cas, félicitations. Je pense que la Côte d'Ivoire retiendra qu'il y a eu un fils qui, dans l'Hexagone, s'est battu pour que nous puissions avoir un canal d'échange avec les Ivoiriens et, j'allais dire, le monde entier. Parce que tenez-vous bien, en 7 ans d'exil, on a beaucoup travaillé avec Event News TV. Félicitations. En tout cas, le merci aussi il est à vous. Je t'en prie. Parce que voilà, à chaque fois quand on a besoin de vous, on vous sollicite. Merci. Vous êtes là. Merci pour vos éclairages politiques en tout cas. Merci. Avec vous, ou du moins avec toi, Oui, bien sûr. c'est plus simple. Bien sûr. On va parler de l'actualité politique ivoirienne. Tout à fait. Voilà, tout le monde est sans ignorer que le docteur Bouga Sako est président d'une ONG. Oui. Et maintenant aussi vice-président de EDS. Tout à fait. Qui est une association politique aussi. Oui, c'est une coalition. Une coalition dans laquelle, oui, bien sûr, on va dire politique. Voilà, oui. donc on sera très à l'aise avec vous, avec toi. Tranquille. Attends, pourquoi est-ce que je te vois à chaque fois là? Non, mais c'est parce qu'on a toujours eu l'habitude de travailler dans un cadre très solennel. Mais bon, par respect peut-être pour nos téléspectateurs, mais on peut se tutoyer. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Avec toi, en tout cas, on va parler de l'actualité politique ivoirienne. D'accord. La plus récente, c'était hier 16, lundi 16 juillet. Tout à fait. Voilà, au congrès constitutif du RHDP. D'accord, mais bizarrement. Voilà, où le président Ouattara a envoyé des messages très forts à son aîné Bédié et en direction des Ivoiriens. Voilà. Le congrès constitutif du RHDP sans le PDCI, sans Bédié. C'est paradoxal quand même. Oui. Très paradoxal parce qu'on sait très bien que à la naissance du RHDP, cette coalition politique en France, en 2005, le PDCI RDA de M. Bédié était quand même la cheville ouvrière de cette structure-là. Parce que c'est la structure qui est à la base même des militants. Le socle du RHDP, c'est quand même le PDCI RDA. Et puis n'oublions, il faut toujours rappeler aux Ivoiriens quand même que le RDR, le parti de M. Ouattara, est quand même sorti du PDCI RDA. On connaît très bien l'histoire avec M. Jenny Kobina et tout cela. Donc, créer le RHDP sans M. Bédié, ça laisse à supputation. Et supputation légitime. Moi, je trouve que c'est regrettable. Donc, cette coalition naît aujourd'hui sous une base de conflit. Et je n'allais pas m'en réjouir parce que nous avons beaucoup souffert de M. Ouattara et de son régime. Donc, quelque part, j'aurais pu dire, on coupe court, c'est un débat entre eux, cela ne nous concerne pas. Si, cela nous concerne. Et c'est pour cela que j'en parle. Mais c'est vraiment regrettable. Et je pense que M. Ouattara vient de montrer là qu'il n'est pas aguerri politiquement. Moi, je pense que c'est tout ce que je puis dire. Il n'est pas aguerri politiquement et vous allez voir que la suite, on la connaît. Mais c'est un clash énorme auquel nous allons assister. Oui, mais, docteur, enfin je voulais juste savoir, hein, oui. Parce que le RHDP, oui. dans son essence, c'était Bédié qui était le président du RHDP. Tout à fait. Aujourd'hui, Ouattara est devenu président du RHDP. Alors, c'est là où le bas blesse. J'ai suivi un peu l'allocution de M. Ouattara. Et il a dit, en substance, que lorsqu'il a lancé sa constitution de la Troisième République, il a fait exprès d'ôter la clause selon laquelle le président de la République n'avait pas le droit d'être président d'un parti politique. En le disant, il a dit, hein, je sais pas, vous avez très bien suivi comme moi, alors en le disant, ouais, il reconnaît lui-même avoir violé la constitution du 1er août 2000. Parce que la clause existait. Et il était président du RDR en même temps qu'il était chef de l'État de Côte d'Ivoire.
C'est une aberration. On ne peut pas être un homme politique d'une certaine trempe et puis accepter que c'est interdit par la Constitution, mais je le demeure. C'est-à-dire, il viole la Constitution et il s'en fout des Ivoiriens. Première observation. Donc aujourd'hui, il a sauté le verrou. Et puis, il est content d'être chef de l'État de Côte d'Ivoire, président de la République et en même temps chef d'un parti politique. Je dois pouvoir dire peut-être à M. Ouattara, qui cite, il a cité Macron, le Premier ministre des différents pays et tout cela. Je voudrais peut-être lui rappeler que, en fait, en démocratie, tout ce qui est dans les constitutions des différents pays n'est pas forcément démocratique. Il faut que cela soit clair. C'est-à-dire que la démocratie ne se limite pas à la constitution d'un pays. La démocratie a des valeurs supranationales, donc universelles. Et dans les principes de la démocratie, lorsque vous êtes chef de l'État, président de la République, vous êtes le président de tous les Ivoiriens, de tous les citoyens du pays. Prenez Macron. M. Macron aurait pu être à la fois président de la République et puis accepter d'être président En Marche. Mais ce n'est pas bon en démocratie. Toutes les démocraties occidentales lui crieraient là-dessus. Ça ne se fait pas. Quand on est chef de l'État, c'est vrai qu'on vient d'un parti, on vient d'une famille, mais quand on est président de la République, on devient le président de tous les citoyens. Voilà l'erreur que fait M. Ouattara. Oui, mais c'est pour ça qu'il a démissionné du RDR. Oui, mais pourquoi il démissionne du RDR et aujourd'hui il accepte d'être président du RHDP? Et il avoue que non, j'ai levé la clause. Parce que c'est une hypocrisie. L'hypocrite. Le RHDP n'est pas un parti politique. Ah non, c'est une coalition politique. Mais M. Ouattara l'a dit. Il dit lui-même qu'il a fait sauter le verrou pour être à l'aise en étant chef de l'État et président d'une coalition politique. Donc vous soupçonnez Ouattara d'être candidat. Mais il a aussi levé l'équivoque. Hein. Non, mais je vais... Il a levé l'équivoque aussi. C'est vous qui dites qu'il a levé l'équivoque. Sinon la question, je voudrais d'abord qu'on soit clair sur le fait que M. Ouattara dit clairement qu'il a fait sauter le verrou, l'empêchant d'être président d'un parti politique parce que c'était une hypocrisie. Et là-dessus, ma conclusion, c'est que la démocratie n'est pas hypocrite. Ce sont des acteurs qui sont hypocrites. Non, mais docteur, je ne vais pas te laisser avancer dans ça parce que quand au niveau de la troisième République, oui. Ouattara a levé le verrou de l'âge, mais n'a pas dit qu'on ne peut pas être président d'un parti politique. Non, mais il a dit. On peut être candidat à n'importe quel âge. Non, c'est pas... Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. On peut être candidat à n'importe quel âge. On peut être, si tu veux, si on veut, peut-être, encore que la Constitution dit 2 mandats. Donc le verrou de l'âge a été sauté, mais en même temps, il y a une clause qui empêche le président de la République d'être président d'un parti politique. C'est de ça que je parle d'abord. Okay, et M. Ouattara a levé ce verrou-là pour être à l'aise aujourd'hui, pour être chef de l'État et diriger en même temps le RHDP. Ce qui est une aberration, ce qui est une violation des principes de la démocratie. C'est ce que je voulais simplement faire noter. Maintenant, je vais arriver à votre deuxième préoccupation. Votre seconde préoccupation est la suivante. Vous me dites, oui, non, M. Ouattara, il a clarifié le débat. Il a clarifié le débat, oui. il a dit quoi à la limite même, il tranquille les Ivoiriens en disant que, bon, voilà, ceux qui le soupçonnaient d'être candidat pour un troisième mandat, aujourd'hui, il dit que non, que lui, il est en train de déblayer, pour parler un peu l'expression ivoirienne, bien sûr. Il est en train de déblayer un peu pour laisser la place aux jeunes. Donc il invite Bédier à s'unir à lui pour créer une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Laisse-moi te mettre à l'aise. Oui. Cette déclaration de M. Ouattara... Dont vous, par exemple, cette nouvelle classe de jeunes politiques. Mais c'est pour ça que je vais te mettre à l'aise. Okay. Cette déclaration de M. Ouattara, selon laquelle ils vont maintenant faire la passe à une nouvelle génération. Il y a 3 réflexions qu'il faut retenir là-dessus. 2 ou 3, mais je retiendrai 3. Okay. Il y a une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, et puis il y a 2 nouvelles qui semblent bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Comme M. Ouattara dit, j'invite M. Bédier à venir, qu'on s'entende pour passer le relais à une nouvelle génération, mais il le dit en tant que qui? Est-ce qu'il le dit en tant que président de la République? En ce moment-là, non, s'il le disait en tant que président de la République ou en tant que chef de l'État, c'est très intéressant. Parce que cela veut dire que nous, on a un certain âge, on a plus de 80 ans, il y a de jeunes cadres, quand je regarde la France, je regarde l'Autriche, les pays qu'il a cités, donc on va faire la passe à la nouvelle génération. C'est très intéressant. Malheureusement, là où le bas blesse, c'est que M. Ouattara le dit en tant que président du RHDP. Il ne s'adresse plus à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il s'adresse à la jeunesse du RHDP. Donc c'est un président sectaire, c'est un président régionaliste, un président tribal. Il ne parle pas pour tous les Ivoiriens. Or, ce discours eût été intéressant si ça venait du chef de l'État qui est au-dessus des partis politiques. Que vous soyez FPI, RDL, quel que soit votre
votre milieu politique, vous êtes à l'aise parce que le chef de l'État dit les anciens vont se retirer un peu, la jeunesse, parce que le monde bouge avec la jeunesse. Donc, malheureusement, ce discours est frappé de crédibilité parce qu'il est mal d'un président du RHDP. Vous voyez, tu vois très bien, cher ami, quand je disais que le fait d'accepter d'être président du RHDP, c'est une grave erreur que M. Ouattara commet. Et c'est ce qui va l'entraîner. Deuxième observation. Oui. Je disais qu'il y avait 3. La deuxième observation, ce qui peut paraître être une bonne nouvelle, c'est que M. Ouattara nous apporte un rectificatif sur ce qu'il avait dit chez vos collègues de France 24, où il avait dit clairement que la Constitution lui permet de briguer un troisième mandat. Vous voyez quelque part que moi je m'en réjouis parce qu'on a gagné une victoire. Quand M. Ouattara disait que la Constitution lui permettait de faire un troisième mandat, vous connaissez M. Ouattara, il était capable pour faire un passage en force. Il y a eu une mobilisation sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, partout. Il a compris que s'il franchit le cap, ce serait dangereux pour lui. Et donc il fait marche arrière. Et j'espère qu'en tant que journaliste, vous voyez très bien l'évolution des choses. Bon, enfin bon. Mais on vous laisse parler. Très bien. C'est vous qui analysez. Non, mais très bien. Je suis tout à fait à l'aise pour le dire. Okay. Et donc, j'allais dire que ce qui peut paraître une bonne nouvelle, c'est que M. Ouattara nous dit finalement que, en fait, il est en train de s'organiser avec M. Bédié pour faire, voilà, en 2020, dès 2020, il passe le relais. On aurait pu croire à ce discours. Si quelque chose qu'il avait dit avec à France 24 ne nous interpelle pas. À France 24, il a dit que l'intérêt de la nation prime sur ses principes à lui. Cela veut dire quoi? En 2019, M. Ouattara vient, il se pointe devant votre média et puis il dit, vous savez, j'avais dit qu'en 2020, on allait passer le relais à la jeunesse, mais là, il y a des dangers que je vois. Et comme la Côte d'Ivoire est en danger, moi, mes principes n'ont plus de valeur, je deviens candidat. Vous allez dire quoi? C'est le même Ouattara. Donc, quelqu'un qui parle, qui danse, lui seul il tape, il danse, on ne peut plus lui accorder de la crédibilité. C'est pour ça que nous, que M. Ouattara le dise, c'est dans ses intérêts. S'il voit que le RDR est en danger, il va dire, je me présente. Si le RDR n'est pas en danger, je ne me présente pas. Ça, c'est son tango. Nous, on ne dansera pas ce tango avec lui. La troisième chose, et ça, j'en aurais fini, c'est la gifle qu'il a envoyée à M. Bédié. Mais c'est une grosse gifle. Il dit à M. Bédié, parce que n'oubliez pas que chacun de nous a ses réseaux. Hein. Oui. Il y a M. Bédié avait peut-être aussi l'intention de se présenter en 2020. Ce n'est pas exclu, puisqu'il n'y a plus le verrou de l'âge. Oui, oui. M. Ouattara lui dit, ce n'est pas la peine. Laissons aux jeunes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. M. Ouattara ne peut pas partir seul. Il veut entraîner Bédié avec lui. Ben on vous dit au revoir. Parce qu'en 2020, que vous le vouliez ou pas, vous ne serez plus au pouvoir en 2020. Et j'ai dit. Maintenant, au vu de tous ces discours-là, quel crédiment vous pouvez accorder à cette coalition qui est le RHDP? Non, il y a péril à la demeure. C'est-à-dire que les jours qui arrivent seront très sombres. Il faut imaginer la réaction de M. Bédié, et puis ainsi de suite. Parce que n'oubliez pas que ce qui me paraît assez juste, qui risque d'arriver, c'est que M. Ouattara, ce qu'il a commencé, il va terminer. C'est-à-dire qu'il va pousser M. Bédié vers la porte de sortie. Les jeunes, les M. Adjoumani, toute cette jeune génération qui est autour de lui parce qu'elle est au gouvernement, donc les intérêts personnels sont en jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les pousser à organiser un congrès du PDCI RDA pour jeter M. Bédié vers la porte de sortie. J'allais venir là-dessus. Aujourd'hui, avec l'avènement, l'apparition d'Adjoumani au niveau du PDCI, aujourd'hui, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont en train d'avoir deux têtes à la limite. Vous, en tant qu'observateur politique, comment vous voyez ça? Non, je vois cela comme la victoire d'une personnalité très nuisible en Côte d'Ivoire. Une personnalité très nuisible en Côte d'Ivoire. Je ne la nommerai pas. Je dirais seulement que depuis qu'elle est apparue dans la sphère politique, elle ne fait que diviser. C'est son travail. Cette personnalité-là, elle divise tout. Je me rappelle, il y a eu à un moment donné ce qu'on appelait le front républicain. Souvenez-vous, on était dans les 95. Le front FPI et le RDR. Tout à fait. Et ce front républicain a cassé l'opposition. Parce que n'oubliez pas que quand toute l'opposition était unie contre le parti unique de Houphouët-Boigny, le front républicain a cassé l'opposition. Je me rappelle que M. Bédié et M. Vaudier, à l'époque, le professeur Vaudier, n'avaient pas suivi. C'est pour ça qu'en 1995, il est allé être candidat face à M. Bédié. Vous voyez, première division. J'en parle comme ça parce que ça me vient et c'est vrai.
Aujourd'hui, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire sont divisés. Mais par la faute de qui? C'est la même personnalité. Prenez le FPI. Il y a quelqu'un certainement à la base. Donc ça veut dire que c'est un stratège politique. Pas stratège politique. On ne dirige pas, on ne fait pas de la politique dans la division des autres. On fait la politique avec ses moyens de conviction. Regardez aujourd'hui, demandez à M. Ouattara de quitter Cocody, où il habite, pour aller à Yopougon, ou bien pour venir au plateau, à pied. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas aimé. Il sème que la mort et la division autour de lui. Ça, c'est pas être politique. Quand on fait la politique, c'est pour servir une nation. Quand on fait la politique, c'est pour servir ses compatriotes. Et puis, regardez ici en France, vous avez déjà entendu qu'un président de la République va manœuvrer pour que les gens se divisent, les partis politiques se divisent. Non. Mais tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont divisés. Tous les partis politiques. Je n'en vois pas un qui soit solide. Non, il n'y en a plus. Jusqu'au le PDCI-RDA même, il a réussi à casser. Là où il ne jurait que par M. Bédier. Est-ce que vous pouvez imaginer que mon grand frère, mon cher grand frère, et on fait un coup d'état dans le dos du grand frère. Le grand frère qui était le président du directoire du RHDP. On l'évince pendant qu'il est allé enterrer une autre personnalité de la Côte d'Ivoire aussi à Yamoussoukro. Est-ce que vous trouvez cela sensé? Est-ce que vous trouvez cela, j'allais dire, bienséant? Mais ça, ils vont régler ça entre eux. Mais c'est pour vous dire que ça, il est finalement le plus commun diviseur commun de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, hélas. Vous parlez de division, Dr Bokassa-Sarko. Dans pas longtemps, en tout cas dans une voire 2 semaines, il va y avoir 2 congrès en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire du même FPI. Voilà. La division continue. Ben, non, mais est-ce que c'est Ouattara qui a divisé le FPI? Ne me posez pas la question. Non, moi je vous demande. Non, mais ce que je sais, c'est que, écoutez, alors... Est-ce que c'est Ouattara qui a divisé le FPI? Non. Mais je peux vous répondre. Oui, on parce que, en fait, quand vous dites M. Ouattara, ne prenons pas l'individu, mais prenons tout le système. M. Ouattara peut fonctionner par les forces de l'ordre. M. Ouattara peut fonctionner par la justice. M. Ouattara peut fonctionner avec les moyens. Où il vous soudoie pour venir contre moi. Il a tous les... C'est-à-dire que c'est ce qu'il fait. Parce que quand vous prenez la justice, regardez le conflit qui oppose les 2 tendances du FPI. Le rôle qu'a joué la justice. Et finalement, au moment où une partie se sentait légitimée, parce que avec la loi, à un moment donné, la justice dit, écoutez, moi, votre conflit, là, je ne peux plus y rentrer. Débrouillez-vous. Ce qui permet au FPI de M. Aboudraman Sangaré de continuer de fonctionner aujourd'hui. Vous savez que le FPI fonctionne, sinon il n'allait pas faire la fête de la liberté à Gagnoua. C'est pas qui a organisé la fête de la liberté à Gagnoua, c'est pas quelqu'un, c'est le FPI de Laurent Gbagbo. Et cela a été autorisé. Cela veut dire quoi? À un moment donné, il se sert de tous les moyens, y compris de la justice. Il vous casse et puis après il s'en fout. Ok. Bon, vous qui êtes 5e vice-président de EDS, hein, là, comme je disais tout à l'heure, le 28 juillet, le FPI de Afin N'Guessa fait son congrès, et en début août, celui de Sangaré fait son congrès. Vous qui êtes à EDS, est-ce que vous parlez à ces entités-là? Parce que Sangaré est avec vous, en fait. Est-ce que vous arrivez à parler à Sangaré pour que vous parlez à AFI, pour que au moins l'opposition soit unie en Côte d'Ivoire pour 2020? Alors, sur cette question, je vais être assez direct avec vous. C'est-à-dire que le EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, c'est une coalition qui comporte des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités individuelles. À ce titre, EDS ne peut pas rentrer dans les conflits internes à chaque parti politique. Première observation. La deuxième observation, c'est qu'à EDS, nous sommes dans une logique. Le FPI qui se trouve à EDS, c'est le FPI de Laurent Gbagbo. Vous avez très bien remarqué que le président de EDS, il est allé voir le chef de l'État, le président de la République, Laurent Gbagbo, à la haie. Vous le savez très bien. Et nous, on parle avec le président fondateur du FPI. Après, nous, on parle avec lui. Vous pensez qu'on peut objectivement considérer qu'il y a 2 FPI? On parle avec le président fondateur, il est avec nous. Parce que n'oubliez pas que EDS se réclame de quoi? L'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Moi-même, j'ai été le voir à la haie. Mais AFI aussi. Il se réclame de quoi? L'idéologie politique. Oui, mais ça c'est lui. Ça c'est lui. Mais on voit les effigies de Gbagbo partout quand ils font les congrès, quand ils font les réunions. Oui, mais vous ne pouvez pas prendre les effigies de quelqu'un et partout sans avoir de lien avec la personne.
Et puis être en conflit avec la personne, n'oubliez pas, on parle de M. Aboudraman Sangaré, mais au fond, qui est le président du FPI de Laurent Gbagbo? C'est Laurent Gbagbo lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier le Congrès qui a nommé le président, qui a voté le président Laurent Gbagbo, c'est passé à Mama. Donc nous, on est dans une logique. On est dans la logique où le président Laurent Gbagbo a accepté d'être le président du FPI, du parti qu'il a créé, parce que stratégiquement, cela lui sert, étant à la haine. Et nous, quand nous voulons que le monsieur sorte de la haine, on utilise tous les moyens qu'il nous faut pour qu'il sorte de la haine, y compris en le gardant comme président de son parti. Et puis, ce n'est pas nous qui votons, ce sont les militants du FPI qui ont décidé que c'est lui le président du FPI. Nous, à LDS, nous travaillons avec le FPI. Là. De ce point de vue-là, on n'a plus besoin de qu'on nous parle d'un autre FPI. Parce que le fait d'exister sur papier, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si vous n'existez pas concrètement et si vous existez sur papier, vous allez errer dans les papiers. Mais sur la base, on ne vous verra pas. Non, mais il n'existe pas que sur papier, je suis désolé. A fait un siège, ils ont. Le FPI d'Afrique fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc Quand j'ai fini de dire ça, oui. Quand j'ai fini de faire cette analyse qui est tout à fait pertinente, d'un point de vue qui est légitime, parce que tant que nous avons la caution du président Laurent Gbagbo, je suis désolé, mais que vous vous appeliez Afiou, Gossu, etc., excusez-moi, mais moi je ne suis pas partenaire du FPI de Laurent Gbagbo à cause d'une autre personnalité, c'est le président Laurent Gbagbo qui est notre boussole. Parce que ce monsieur a marqué notre pays, ce monsieur a des valeurs auxquelles nous adhérons. Quand j'ai fini de dire ça, en tant qu'observateur et en tant que président de la FIDOC, en tant que président de Grad Afrique, je suis toujours embêté. Je suis toujours embêté parce que je considère que ce sont des petites, ce sont des querelles intestines, mais qui peuvent nous faire perdre beaucoup. Et c'est là où je suis toujours dans le regret. Et je suis toujours obligé, parce que, vous savez, quand on va à une élection, il faut mettre toutes les chances de son côté. Ne dites pas que celui-là, il ne représente rien. Non, sa seule voix pour vous faire perdre un pouvoir. Et c'est pour ça que moi, je suis très objectif. Mais EDS ne s'est pas trompé en composant avec le FPI du président Laurent Gbagbo. Parce que nous ne connaissons que le président Laurent Gbagbo et personne d'autre. En parlant de droits de l'homme, Dr Bouga Sako, on va revenir un peu sur quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui devient un peu récurrent. Oui. C'est les déguerpissements oui. de population. Oui. Voilà, la dernière en date, oui. c'est celle de Port-Boué où on a vu des populations aller dormir dans un cimetière. Oh là là. Vous, en tant qu'homme de droits de l'homme, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oh là là. Ça dit que j'aborde cet aspect des choses avec beaucoup de tristesse. Parce que, écoutez, on va parler des droits de l'homme, d'accord? Mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, c'est blessant. Non seulement c'est choquant, c'est blessant, et puis il y a un autre mot fort, c'est humiliant. C'est humiliant. Et je pense que nous, parce que dans notre pays, il y a des animistes, mais pour la plupart, nous sommes beaucoup croyants. On peut croire en ce qu'on veut, mais on est beaucoup croyants. Et quand une population en arrive à ce stade-là, c'est le summum de la déshumanisation. Et ça, je le dis avec beaucoup de rancœur. Et je voudrais adresser à toutes ces populations tout mon soutien moral. Mais en même temps, en le dénonçant, grâce à Event News TV, c'est un cri du cœur que je lance. J'ai fini de dire cela. Et en même temps, je voudrais dire à mes compatriotes, parce que je lis beaucoup les réseaux sociaux. Je ne participe pas à tous les débats, mais je lis beaucoup. Il y en a qui ont fait des observations un peu désobligeantes. Il y en a que j'ai entendu lire des gens qui ont dit, mais c'est pas pourquoi, droit, vraiment, pourquoi ils vont sur les tombes, laisser les morts reposer en paix? Je pense que c'est insultant. Ces personnes n'ont pas besoin de ça. Elles ont besoin de notre soutien. Je vais vous dire deux choses. Vous savez que je suis en Europe aujourd'hui et aux États-Unis en exil. J'ai rencontré pas mal de mes compatriotes. Mais pour toi qui as vécu beaucoup ici, tu sais qu'on a certains compatriotes qui sont arrivés à dormir parfois dans des gares, ici, en Europe, alors qu'ils ont parfois un grand frère, une grande soeur, ici. Il y en a qui préfèrent, mais ils disent, si je meurs, je préfère qu'on m'enterre ici. Pourquoi? C'est une question de dignité. Je pense que ces personnes-là, en allant dormir dans les cimetières, ce n'est pas par volonté. C'est parce qu'elles ne savent pas où aller. Il y en a qui disent, mais ils n'ont qu'à aller dans leur village. Mais le monsieur, le peu d'argent qu'il avait, se trouvait dans la maison. Et au moment où on cassait, ils ont dit, on va récupérer. On dit, non. Il faut avoir pitié pour les gens. Moi, je pense qu'il faut avoir du cœur. Maintenant, du point de vue des droits de l'homme, les déguerpissements dans tous les États du monde ne sont pas interdits. Un pays, un dirigeant peut avoir une vision pour son pays. Il peut dire, les taudis,
les bas quartiers, c'est dangereux, je veux moderniser le pays. C'est une très bonne chose. Mais en matière de droits de l'homme, il y a des préalables. C'est que vous devez prévoir un recasement pour ces personnes avant de déguerpir. C'est ce qui manque avec M. Ouattara et c'est ce qui est dangereux. Et puis la période, il faut la choisir. Regardez ici en Europe, mais vous vivez ici en France. Lorsqu'on va faire un déguerpissement, l'État loge toutes les personnes à l'hôtel pendant un certain temps. Et puis on vient déguerpir, on vient casser. Je vais dire à M. Ouattara, mais vous pensez avoir été élu par qui? Par des humains, mais il faut regarder les gens avec humanité. Hier, il a fait à Danga. Aujourd'hui encore, c'est à Pabou, un peu partout. Mais la belle Côte d'Ivoire, là, qui va vivre dedans? Vous pensez que tout le monde vit à Cocody? Tout le monde est bourgeois? C'est-à-dire qu'ils se sont embourgeoisés et pour eux, il n'y a plus de pauvres. Mais la Côte d'Ivoire est pauvre. C'est un pays pauvre. Et les populations pauvres ont le droit de vivre. Okay. Donc si vous voulez les déguerpir, de grâce, ayez un peu de décence en leur trouvant un endroit où dormir avant de casser. Docteur Bouga Sako, on arrive vraiment à la fin de notre entretien. Je vais juste te laisser juste 1 minute pour conclure. Non, moi je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Oui, j'ai dit l'essentiel. Je voudrais te remercier pour cette opportunité. La vie politique telle qu'elle se déroule. Moi, écoutez, tant que nous pouvons faire la politique sans les armes, les stratégies politiques, je dis bravo. C'est-à-dire que le RHDP se mette ensemble, que le RHDP se casse, que le FPI se mette avec le PDCI. Parce qu'à un moment donné aussi, le FPI ou bien même EDS peut chercher des stratégies. Ça, c'est intéressant, il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas d'armes. C'est ce que j'ai toujours reproché à M. Ouattara. Le fait d'avoir introduit les armes dans la sphère sociopolitique dans notre pays, je lui en voudrais toujours pour cela. Et la Côte d'Ivoire le lui en voudra. Et je veux dire aujourd'hui que l'appel que je voudrais lancer, c'est à EDS. Nous avons un schéma. Et puis nous avons une vision. Et puis nous avons notre stratégie. Nous ne comptons pas sur la division des autres pour accéder au pouvoir. Mais cela peut nous servir. Il nous appartient aujourd'hui de nous mettre ensemble et réfléchir parce que le pouvoir n'est plus loin. Je voudrais que Dieu nous inspire. Parce qu'en 2020, nous devons sauver notre nation. Les Ivoiriens ont trop souffert de M. Ouattara et de ses déchirures et de ses brisures de notre nation. Merci. Merci, Dr Bouga Sako. Voilà, toujours égal à lui-même. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Amis de Mel News, nous étions avec le Dr Bouga Sako. Voilà, le Dr Bouga Sako est le 5e vice-président de EDS, président de la FIDOP, Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et de la vie politique. Tout à fait. Président de GAD Afrique. Oui. Et chapeauté tout ça par l'écriture. Bien sûr. Vous êtes homme de lettres. Merci. Vous êtes écrivain. Je n'ai pas le choix. Vous avez 5 livres à votre actif. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'est moi. Merci de recevoir Even News. C'est moi. C'est toujours un plaisir. Merci. Et merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir.